Oui. Nous avons le code minier qui régit ce secteur. Mais si vous allez sur terrain, vous allez vous retrouver avec d'autres histoires. Nous avons des entreprises dans notre pays qui fonctionnent sous le code minier, d'ailleurs ils sont minimes. Nous avons les entreprises qui fonctionnent sous les conventions. Ils n'ont pas les mêmes obligations. Mais ce qui est grave, il y a encore des entreprises qui fonctionnent, qui ne sont ni sous les codes miniers, ni conventions. Mais qui continuent à fonctionner. Là, oui, c'est-à-dire là, ils sont dans les secteurs informels. Informels. Les Chinois, les Libanais, ils sont soutenus également par l'État. On les retrouve en pour. Chez nous, là, vous voyez ma peau, il n'y a pas de blancs, même pas une femme blanche comme toi. Il n'y en a pas chez nous. Ils sont tous noirs. Donc quand vous arrivez brune comme ça, vous êtes une étrangère. Ah bon? Mais quand on retrouve un blanc, vous voyez ce que ça fait? Or, toutes ces entreprises-là, qui amènent de, comment est-ce qu'ils appellent ça? Des usines modulaires, ok? C'est-à-dire des petites machines-là, hein, qui ne prennent pas d'exploit, mais qui exploitent de l'or. Tous ces gens-là, ils sont des milliers. Mais si on les mettait tous sous les codes miniers, ça les produit encore des recettes. Vous voyez? Automatiquement. Alors, ce que je veux insister, c'est dans le cadre de l'applicabilité de la loi. Nous pouvons très bien changer le code minier, mais si l'administration de ces secteurs-là ne cesse pas à livrer des autorisations, ok, à faciliter les secteurs, l'exploitation, disons, informelle, dont les revenus n'entrent pas dans le trésor public, ça n'aura aucun impact. On peut bien même rehausser les niveaux de fisc, mais ça ne va pas produire. Pourquoi? On rehausse sur les documents, mais on livre des autorisations pour des gens qui ne paient pas. Vraiment. Voilà. Mais est-ce qu'honorable, tenez-vous compte au moins des dommages causés par ces entreprises, enfin là je parle de la responsabilité des entreprises minières face aux communautés locales, parce que là il y a des dommages auprès des personnes, de leurs biens, mais également de l'environnement. Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez tenu compte de tout ça, vous qui êtes de OUL, il y a sans doute des cas, vous avez sans doute connu des cas comme ça par rapport à l'environnement, hein? Oui, par rapport à l'environnement, chez nous, nous avons le géant minier qui travaille. Je crois qu'il y a des structures de l'État, du gouvernement, pour contrôler ces histoires-là. Mais qu'à cela ne tienne, il y a déjà aussi des impacts, hein, parce que la population est en train de perdre son terrain. Vous savez, madame, il n'y a aucun héritage qui dépasse les sols, la terre. Vous pouvez me donner $1 milliard, ça n'aura pas la valeur de la terre nous léguée par nos ancêtres. C'est-à-dire cette terre-là est cultivable jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Comprenez? Pendant des milliards et des milliards d'années. Mais quand une société arrive, on doit déplacer les gens. On ne les déplace pas avec sa terre. Vous comprenez? On lui construit une maison dans une parcelle de 20 sur 25. Ok? Bien qu'il était dans une maison ancestrale à Chaume, on lui construit une maison à Tôle. Mais pensez-vous, madame, ce type-là, c'est un agriculteur. Il va vivre comment dans cette cité-là? Il va vivre comment? C'est ça le gros des problèmes. Ça fait un problème. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de voir les villages sont déportés et puis certaines montagnes disparaissent, hein, chez nous. Parce que ce sont des montagnes qui égorgent les minéraux. On est en train de racler. Et demain ou après-demain, ça sera peut-être comme un terrain de football. Vraiment. Alors, vous savez, la présence de cette montagne-là commence à lutter contre le vent, ok? Ça a aussi un impact sur le climat.
Bien sûr. Bon, tout cela, je crois que dans les codes se prévit des dispositions sont prises pour la réparation après exploitation. Je crois que l'État a pris des dispositions dans les codes. Qu'est-ce qu'une entreprise extractrice peut faire à la fin de son travail? Ok. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Peut-être une toute dernière question par rapport à l'exploitation du minerai. Nous savons que cela, peut-être, on peut le dire, a été mal exploité ou peut-être pas mal réglementé. Mais du côté du tourisme, il y a également le fonds du tourisme, cela qui permet quand même la sécurisation des différents sites. On peut se dire qu'il y a des entrées du côté tourisme qui permet au pays d'avoir des devises. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas avec toutes ces richesses que la RDC en a? Alors qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui empêche le développement de la RDC? Moi je crois que c'est un problème de vision de notre gouvernement. Ah bon? Ok, oui. C'est un problème de vision et de contrôle surtout. Et nous aussi, Congolais, nous devons aussi contrôler. Vous savez, le peuple d'hier n'est pas le peuple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand quelqu'un vous paye cette taxe, et en revanche, il veut voir demain les retombées. Il a droit, la Constitution lui dit, de demander qu'est-ce qu'on en a fait avec cet argent. Les fonds pour le tourisme, les fonds pour l'environnement, on en fait quoi? Il faut se poser la question. Les fonds sur la reconstitution de la nature. Parce que dans mon territoire, dans les Hauts, où on est en train d'exploiter les bois, je n'ai pas vu un financement. Même pour ceux qui reboisent, chez nous, il y a de ceux-là, d'une façon volontaire, qui reboisent. Laisse-moi vous rire, dernièrement, on a failli avoir les problèmes avec les gens des services de l'environnement. Il y a de ceux-là qui ont fait des plantations des arbres et vu les conditions actuelles, ils sont obligés maintenant de couper ces arbres-là, ok, pour les vendre. C'est eux-mêmes qui ont planté ces arbres. Mais c'est les services de l'environnement veulent venir les empêcher. Les empêcher. Moi, je dis non, monsieur, vous êtes fous. Vous êtes fous, c'est son champ. Qu'est-ce que votre service a? D'abord, c'est sa concession. Il s'est débrouillé. Il a planté ses arbres. Et puis, pour récolter ces arbres, ça devient un problème. Il doit replanter peut-être. C'est ça le vrai souci. Le vrai problème, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai dit, c'est la politique du gouvernement. On doit encadrer les cultivateurs. Ok? On doit encadrer les cultivateurs. Ceux qui ont besoin de reboiser, on doit les encadrer, on doit les financer. Ok? Parce qu'ils ont besoin des essences, ils ont besoin de faire les germoirs, ils ont besoin des techniciens, d'agronomes qui doivent venir les consulter, tout ça. Ils peuvent le faire. Et quand on fait par exemple la plantation de 5-10 hectares, on ne peut pas couper tout ce bois-là dans une année, non. 5 hectares pour couper ces bois-là, il faut mettre 10-15 ans. Ok? Voilà. Donc, c'est un problème d'administration. Nous devons un peu renforcer le secteur financier dans notre pays. Nous devons renforcer aussi les systèmes de contrôle, d'abord internes. Ok? Parce que les gens croient que ce n'est que le Parlement qui est obligé à contrôler. Non. Le gouvernement même, dans une structure interne, on doit renforcer l'inspection générale des finances. Ok? Voilà. On doit mettre les moyens pour que ces inspecteurs-là les inspecteurs-là puissent bien contrôler où va l'argent de l'État. De l'État. Nous sommes à la fin de cette émission. Honorable Tanzi, peut-être un mot de la fin, brièvement, à votre base qui vous suit sans doute en ce moment. Oui, le mot de la fin, je vais commencer d'abord à mes collègues qui sont en train de travailler les codes miniers. Nous, on en souffre là-bas à la base. Nous voulons qu'ils
que ce code de loi soit un partenariat public-privé sincère où chacun doit retrouver sa part. L'État d'un côté, l'investisseur de l'autre côté et la population de l'autre côté, tout en respectant l'environnement. À mes frères et à tous les téléspectateurs, je vais dire seulement que c'est une lutte que nous faisons. Et notre lutte n'est pas armée, notre lutte c'est seulement des idées. Convaincre les gens à changer leur manière, à aller dans la logique de fait, afin que le Congo puisse bénéficier de ses ressources naturelles, de ses mines, de ses pétroles, de ses forêts. Tout cela, il faut convaincre les gens à bien travailler et pour l'intérêt suprême de la nation. Merci à vous, honorable Tanzi Mandradele, Patrick, élu de la province du Haut-Douélé. Merci d'avoir bien voulu participer à cette émission École et Société, nous parler non seulement de cette province, mais surtout du minerai, de l'exploitation minéraire et du tourisme, qui est un des éléments qui permet quand même le développement de la République démocratique du Congo. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est de vous remercier, madame. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous voici arrivés complètement à la fin de cette émission École et Société. Merci de nous avoir suivis. La rediffusion de ce numéro, vous l'aurez le jeudi à 17h15. Nous vous disons au revoir. Restez toujours branchés sur l'écran numérique. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain, 12h, avec un autre numéro d'École et Société. Tokina